Ça fait 5 ans que j'utilise le Sony A6400, je sais ça fait longtemps, j'aurais aimé évoluer mais je n'ai pas forcément le budget et en fait je me suis rendu compte que le Sony A6400 est extrêmement puissant pour ce dont j'ai besoin. Je vais faire des petites vidéos YouTube, faire de la photographie, voire même imprimer mes photos sur des énormes cadres et tout. Voilà, ça fait quand même longtemps que j'utilise, j'ai fait une formation spécifique dessus, je suis le seul en France à avoir fait une formation sur cet appareil là. Elle est dispo dans la description si ça t'intéresse, si tu veux l'obtenir. Donc voilà, je suis quand même extrêmement satisfait de ce boîtier là en APS-C et dans cette vidéo je vais te donner un petit peu mon retour de pourquoi je l'ai acheté, mon utilisation, les avantages et évidemment les inconvénients. Alors déjà, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Retour en 2021, ça commence un petit peu à dater, j'ai envie de me lancer dans la création de vidéos, de photos, ça commence à être ma passion et tout, mais du coup, photo et vidéo, je veux les deux, je veux du coup un hybride avec des objectifs interchangeables, parce que mon père il avait un Nikon P900 qui avait juste un énorme zoom qui pouvait aller jusqu'à 2000 mm je crois, mais voilà, la qualité derrière n'était pas incroyable, on n'avait pas une ouverture qui était assez intéressante pour avoir un flou d'arrière-plan, donc je me suis dit on part sur un hybride. Du coup j'ai comparé un petit peu entre toutes les marques et tout, et j'ai finalement retrouvé la simplicité et l'efficacité dans le Sony A6400. On a de la HD à 120 fps, on a de la 4K à 30 fps, bon voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. On a 24 millions de pixels en photo, de la rafale à 11 images secondes si je dis pas de conneries, du S-Log 3, et on a en fait tout un setup qu'on peut avoir. Alors peut-être que j'oublie pas mal de petits trucs, on a évidemment tous les modes que tu peux avoir en photo, que ce soit, alors je sais plus comment, l'HDR, on a du coup tous les trucs, les modes auto, etc. Enfin bref, on a quand même un appareil pro dans les mains. Je l'avais acheté parce que du coup on avait aussi l'écran qui s'orientait vers l'avant. Alors maintenant ils se rendent tous sur le côté parce qu'ils ont compris que quand tu mets un micro, ça fait un petit peu chier. Mais voilà, il n'en existait pas des APS-C qui faisaient ça à l'époque, donc j'ai pris là-dessus. On a évidemment un port HDMI, USB de l'ancienne génération, évidemment 2021 ça commence à faire un petit peu long, donc un petit peu long à recharger, et un port jack tout simplement pour le son. C'est pas mal. Une petite griffe en haut pour connecter le flash, voire même un micro, le Sony ECM M1 par exemple. On a la technologie NFC pour du coup le transfert d'image entre le boîtier et du coup l'application sur téléphone. Ça c'est un bon truc pour du coup éditer les photos rapidement. Et surtout on a un parc d'objectifs qui est absolument énorme. Une monture E, donc la majorité des... en fait tous les objectifs Sony vont dessus. Donc moi j'en ai pas mal. Et on a aussi les objectifs type Sigma, Tamron. Donc moi j'en ai pas mal, dont j'ai aussi celui-ci. Tu vois, un énorme objectif qui est normalement un objectif fait pour le plein format. Je l'utilise sur le Sony A6400 et ça fait largement l'affaire. Donc voilà un petit peu pourquoi je l'ai acheté, les avantages qu'il a. Il y avait aussi, j'ai oublié de le mentionner, heureusement que j'ai tout noté, l'autofocus. L'autofocus, tu vois, il me suit depuis tout à l'heure, il arrive à avoir un bon autofocus, que ce soit pour l'humain et les animaux, donc en vidéo et en photo, il n'y aura généralement pas de souci, sauf quand c'est des oiseaux, tu sais, qui bougent hyper vite, que tu as 600 mm, etc. Là oui, au bout d'un moment, il va avoir un petit peu de mal. Mais c'est très... il y a vraiment peut-être 0,1% des personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont avoir besoin de ce genre de matériel là. Donc là il faudra évidemment passer sur du plus cher, plus gros, par exemple un A7S5 ou un A7 V directement, qui lui coûte genre 3000 € d'un coup. Voilà, évidemment c'est un coût, mais si tu veux de la qualité, il faut balancer un coût, alors que ce truc là, tu peux le retrouver en neuf pour je crois 700 ou 800 balles et en occasion pour 500 balles. Donc voilà, il faut savoir ce que tu veux par rapport au budget que tu as. En parlant de la qualité, dès que je montre une vidéo que j'ai faite avec cet appareil-là, tout le monde me dit « Waouh, elle est super la qualité de ta caméra et tout ». Voilà, donc pour le commun des mortels, il n'y a que les vidéastes qui vont vraiment comparer le pixel, le bokeh, machin et tout. Tout le monde s'en fout finalement. Ils veulent juste voir de la qualité. On a très bien la qualité là-dessus. C'est pas un problème. Les avantages aussi, c'est qu'on a beaucoup de petites configurations de setup possibles parce que c'est un A6400, c'est une gamme qui est extrêmement étendue. Donc on a beaucoup d'accessoires, que ce soit de chez SmallRig, de chez Ulanzi, enfin bref, tous les petits trucs qui font des accessoires pour les caméras. Il y en a plein. Désavantages maintenant. La montée en basse lumière. Un petit peu compliqué, on est sur un A6400, APS-C, les ISO ils montent pas très haut, on n'a pas un double ISO natif, donc à 1600 ISO, paf, on voit directement le bruit à l'image, même si avec Lightroom on peut l'enlever. En vidéo c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut faire attention à ça. Ensuite on a évidemment du coup l'écran qui s'incline vers l'avant, donc si tu as un micro dessus c'est mort, tu verras plus jamais ton écran, donc ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner évidemment. Pas stabilisé. Voilà, par rapport à la 6600 ou la 6700 qui évidemment coûte 500 ou 600 € de plus, ce ne sont pas des caméras qui sont stabilisées, il n'y a pas une stabilisation en 5 axes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument en vidéo avec du coup des longues focales, par exemple un 300 mm, avoir un objectif stabilisé, sinon ça a vraiment du mal. Donc ça il faut faire très attention à ça sur du long
long range en vidéo. En photo, j'ai pas généralement eu de problème, hein. Il suffit de mettre le shutter à 4000 et ça suffit largement, tu n'auras pas de problème. Il y en a qui disent qu'ils chauffent. Je n'ai jamais vraiment eu de problème de surchauffe, sauf si tu es en plein été, 40 degrés, en plein cagnard, etc. Voilà, c'est là où il peut y avoir des problèmes finalement. En termes de durée de batterie, elles sont plutôt bonnes, hein. Tu peux tourner 2 à 3 heures par batterie quand elles sont neuves. Moi, du coup, elles ont 5 ans, donc évidemment qu'elles ont vieilli. Mais évidemment, tu peux acheter des batteries moins chères qui vont avoir un petit peu plus de mal. Moi, je te conseille les Celonic. C'est des batteries que j'ai achetées vraiment il y a 5 ans littéralement, qui marchent très bien. Les Newer, elles m'ont lâché. Il y en a quelques-unes qui m'ont lâché, qui ont un peu de mal. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça. Sinon, les batteries officielles de chez Sony, elles tiennent très bien la route. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi mentionner. Donc, pour qui est vraiment cette caméra? C'est pour les personnes qui veulent faire à la fois de la vidéo et de la photo en mode professionnel, qui veulent faire plus que du vlog. Tu peux très bien faire du vlog là-dessus, mais si ton objectif c'est d'uniquement faire du vlog, je t'amène plutôt vers le Sony ZV-E10 qui lui est très bien, il est fait pour ça, il est pensé pour ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, faire différents types de photos, différents types de vidéos, parce que moi j'ai tout fait en photo, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait du portrait, j'ai fait de l'animalier, j'ai fait du spectacle, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du foot, voilà, j'ai fait énormément de choses, et du coup, et en vidéo c'est exactement la même chose. En fait, j'ai fait énormément de types de vidéos, du vidéo YouTube, de la formation, de l'interview, des vidéos de sport, des vidéos plus documentaires, du vlog, j'ai fait énormément de choses. Donc c'est vraiment fait pour tout type de trucs. Si tu veux vraiment tester partout, c'est vraiment fait pour toi. Évidemment, tu vas pas avoir tous les désavantages que je viens de te mentionner parce qu'il faut upgrade ton matos, aller plus loin, aller plus cher et tout. Mais du coup, pour ceux qui ont un budget serré, entre parenthèses, qui n'ont pas envie de mettre des milliers et des cents dans une passion, tu peux très bien le faire. Moi, j'ai fait des prestats pro en tant que vidéaste professionnel, photographe professionnel en soirée. Avec ce boîtier-là, ça suffisait largement. J'avais toujours la belle qualité dont j'avais besoin. Mes clients, ils étaient tous contents. Les seuls soucis qu'on peut avoir, c'est vraiment l'écran qui se retourne, les basses lumières, mais pour ça, il faut avoir les objectifs adaptés, les lights adaptés et la stabilisation. C'est le seul gros inconvénient que je pourrais te demander. Il n'y a pas besoin d'aller shooter, par exemple, pour la majorité des personnes, à 25 images par seconde, 11 images par seconde. Ça suffit largement pour faire de la rafale et trouver une bonne image parmi ce que tu photographies. On n'a pas besoin, voilà, 50 ou 60 images par seconde. Ça sert strictement à rien. Tu vas passer des années à te faire chier à trier des photos et tout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un boîtier qui est fait pour les débutants jusqu'au niveau professionnel. Tu peux l'utiliser, c'est vraiment pour une gamme complète de personnes. Par contre, il est difficile à prendre en main. C'est pour ça que j'ai créé une formation complète sur le Sony a6400 et la gamme des 6000. C'est dans la description, en fait, dans cette formation-là, je te détaille exactement bouton après bouton, paramètre après paramètre, ce dont est capable ce boîtier-là, pour que tu le maîtrises à 100% et que tu l'exploites au maximum. Parce que par exemple, si je te parle de ce bouton-là, le AF-MF, avec le bouton et le AEL, tu sais pas ce que c'est, mais pourtant c'est hyper intéressant, par exemple, pour switch entre autofocus manuel et focus manuel, bloquer tout simplement l'exposition. Il y a plein de boutons comme ça qui sont hyper intéressants d'utiliser sur ce boîtier-là, dont la majorité des débutants n'ont pas connaissance et qui ne leur permet pas d'exploiter vraiment l'appareil jusqu'à ses limites. Et du coup, en fait, ils montent directement sur des gammes supérieures, alors que simplement en connaissant leur boîtier par cœur, ils auraient pu avoir ce qu'ils avaient sans devoir payer 3000, 4000 euros de matériel. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Tu as le Sony a6400 dans la description, le ZV-E10 aussi, et la formation directement. Moi, je te fais de gros bisous et à très vite.